De retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau CQFR, toujours en compagnie de Shai. Shai, il y avait beaucoup de matchs au programme. Je te propose qu'on attaque tout de suite par la 8e victoire consécutive des Los Angeles Clippers. Il y a eu un déplacement des Clippers à Indiana pour affronter les Pacers et victoire de Los Angeles 151-127. Comme je le disais, c'est donc la 8e victoire de suite. On a une équipe qui tourne très très bien en attaque et qui jouait contre une défense catastrophique, une équipe d'Indiana qui ne marche pas très fort depuis sa défaite en finale de la NBA Cup. Pour les stats, 90 points en cumulé pour le Big Three, les Clippers, 35 pour Harden, c'est sa meilleure perf de la saison, 28 pour Kawhi Leonard, 27 pour Paul George. Encore une belle victoire des Clippers. Ouais, c'est marrant que tu parles du fait que les Pacers soient moins bien depuis la NBA Cup, parce que c'est un peu pareil pour les Lakers qui n'ont pas un bilan très très flamboyant depuis leur petite parenthèse à Vegas. Là, c'était un adversaire qui était quand même solide, les Clippers, pour lesquels on a été très sceptique et on était un peu négatif. C'est l'équipe la plus en forme en NBA en ce moment. Quel que soit l'adversaire, ils jouent à un niveau très élevé. Les trois stars, alors c'est un peu cruel pour Westbrook, mais le Big Three est incroyable. Kawhi Leonard est à un niveau stratosphérique d'efficacité. J'ai vu passer ces chiffres d'efficacité ce matin. Je les ai évidemment pas notés, ça aurait été trop facile, mais il est sur un niveau exceptionnel et les deux autres se mettent toujours au diapason. Là, James Harden dans le 4e quart-temps. J'ai retrouvé un Harden, le Harden Il met 21 points dans le 4e. 21 points dans le 4e, ouais. Il était insolent, il en a mis à un moment, il met 3 paniers à 3 points de suite, je crois. Enfin, tu sais, le côté insolent où il fixe un peu les gars après avoir marqué, il est en pleine réussite, il est en pleine confiance et les Clippers, globalement, sont sur une dynamique magnifique. Ils ont réussi à limiter l'impact d'Haliburton, ce qui est quand même la mission principale quand tu affrontes les Pacers. Alors à la passe, il était là, hein, il fait 11 passes quand même, mais à la finition, il n'a pas pu prendre les choses en main. Il finit avec 8 points, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, donc la mission a été remplie. Ils ont cartonné offensivement, ils ont limité le meilleur joueur adverse. Les Clippers sont vraiment impressionnants en ce moment. Ouais, d'ailleurs, James Harden a joué 16 matchs sans Russell Westbrook, donc en étant seul dans le 5 majeur. Sur ces 16 matchs, c'est 13 victoires de Los Angeles. Et il y a des succès contre Sacramento, contre Denver, contre Golden State, contre les Knicks, contre Dallas, contre New Orleans. Enfin bref, il y a des succès quand même assez probants. L'équipe tourne beaucoup mieux en attaque. De toute façon, c'est ce qu'on disait dès le départ, mais les 4 ensemble, c'est pas possible pour des questions de spacing. Là, James Harden, en plus, il commence à se mettre en forme physiquement parce qu'évidemment, il n'a pas eu de préparation parce qu'il a encore une fois demandé son transfert. Il est arrivé hors de forme. Là, ça y est, il est dans le rythme. Je pense qu'il est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Il est seul aux commandes. Évidemment, il contribue à faire tourner les autres, mais ça pour moi, c'était une évidence. Tu vois, de la même manière qu'il le faisait aux Nets pour Kevin Durant et Kyrie Irving, bah là, il le fait aussi. Il a ses moments pour lui de scoring, et il a les moments aussi où il sert Kawhi Leonard et Paul George. Il y a beaucoup d'espace là maintenant dans cette configuration. Ça profite aussi vachement à Kawhi. Tu parlais de son efficacité. Bah, c'est un joueur qui profite pleinement de la présence d'Harden. Il a beaucoup d'espace pour opérer. Il y a beaucoup d'attaques vers le cercle. Les Clippers marquent beaucoup de paniers dans la raquette. Bah voilà, on a une équipe qui en attaque est injouable. J'ai évidemment pas pensé à regarder leur stat offensive sur les 8 matchs, mais ça doit être absolument incroyable. Ils ont tapé des pointes à 144 points, là 151. Pour une équipe qui est censée être défensive à la base, ça te donne du basket complet, quoi. Ouais, et puis l'adresse est folle. Hein. Je parlais de Kawhi, il chute encore à 12 sur 18 avec une impression de facilité. Toujours, je parle beaucoup de l'impression visuelle qui est moins compliqué à invoquer que les stats au moment de parler. Il est impressionnant et toute l'équipe tourne bien. Tu parlais d'Harden, moi alors c'était peut-être plus pas le cœur, mais j'ai trouvé ça injuste pour Westbrook de devoir qu'ils doivent sortir de l'équipe du 5 de départ, pardon. Force est de constater que c'était la meilleure solution et là l'équipe tourne très très bien. Même là, Norman Powell en sortie de banc, je l'ai trouvé bien. Tu as raison, à l'intérieur aussi, c'est efficace. Tout clique. Après, il faut pouvoir reproduire ça sur la durée. Parce que Harden, il a été exceptionnel sur plusieurs premières parties de saison à plusieurs reprises. Je parle depuis le Harden post-MVP 2018. Il a déjà été excellent avec Brooklyn, avec Philadelphie. C'est plutôt la manière dont ça se termine. Et il y a toujours un moment où pour une raison ou une autre, il perd un peu le fil, qui est sa meilleure version actuelle. Et c'est là que ça déconne un peu. Mais
pour l'instant, on va pas non plus leur prédire des galères. Tout va très bien pour les Clippers et c'était assez inespéré au vu du démarrage, à vrai dire. Ah, c'est clair. C'est sûr que pour James Harden, faut garder des voilà, on n'oublie pas que c'est un joueur qui parfois en playoff a tendance à avoir du mal, mais ce qui moi me plaît chez le fait qu'il y ait Kawhi Leonard et Paul George à ses côtés, c'est que Harden, il sait quelque part que c'est pas lui qui aura la pression en playoff de faire la différence constamment. Et ça, je pense que c'est important pour lui. Et je pense qu'il le sait. Alors après, oui, dans ses déclarations, ça peut être différent, mais je pense qu'il a besoin de ça, qu'il sait au fond de lui. Voilà, on a bien vu avec les Rockets que ça n'a pas marché. Même aux Sixers, c'était presque trop lui demander euh, d'être la deuxième option. Là, voilà, il peut être relax. Et ça se sent dans son jeu qu'il est relax. Là. Il y a une vibe qui se dégage. Et il joue très propre. Il perd peu de ballons. Il distribue bien. Voilà, 35 points, 9 passes. Mais après, il y a ce que lui veut, ce qu'on lui demande. Parfois, on comprend pas bien ce que lui veut réellement. C'est-à-dire, je m'en réfère encore à ce que disait Doc Rivers à son sujet. Tu vois, une contrariété où il n'est pas pris en tant que All-Star, du premier coup en tout cas, et derrière, il va se remettre à jouer beaucoup en ISO. Tu as raison, la logique, quand on regarde l'équipe, on se dit non, bah, c'est l'équipe de Kawhi. Paul George, c'est un numéro 1 bis. Harden, à ce stade de sa carrière, avec ce qu'il a connu récemment, c'est plutôt maintenant un joueur bonus, joker, chef d'orchestre. Mais est-ce que lui, à un moment, va pas se dire non, mais moi, je suis toujours James Harden 2018, je peux vous claquer 50 points sur la tête, je suis indéfendable. C'est toujours moi le risque que j'ai, la peur que j'ai pour eux. Parce que s'ils arrivent à garder cette espèce de hiérarchie avec laquelle ils fonctionnent maintenant, par contre, bah, là, ils sont vraiment ils sont méchamment dangereux, par contre. Mais je trouve qu'il a en fait, je trouve que là, il a tout ce qu'il veut parce qu'il a tous les ballons. Mhm. Il a ses ISO. Juste qu'il y a des moments. Comment dire Par exemple, ce que disait Doc Rivers, ce que je trouvais injuste sur la déclat de Doc Rivers, c'est qu'en playoff, j'ai pas senti qu'Harden il voulait avoir tous les ballons. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment complètement l'inverse. La série contre les Celtics, alors oui, il fait 2 points à 40 points, mais j'ai l'impression que plein de fois, en fait, il veut pas aller au cercle, il veut lâcher la balle. Et pas il veut lâcher la balle dans le sens participer au collectif. Je le mets présente d'une manière négative. Il veut lâcher la balle parce qu'il veut pas, il veut pas la patate chaude, quoi. Et bah, de toute façon, il aura en fait, il les a aux Clippers. C'est une équipe. Les Clippers, c'est pas l'équipe qui joue le basket le plus constructif de la planète. C'est beaucoup d'isolation des stars. Et avec Harden, ils ont la star qui prend des ISO, mais qui peut, je sais pas, désaxer complètement la défense adverse et trouver la bonne passe derrière. Après, il garde longtemps la balle, mais bon, c'est pas le plus beau basket. Je pense pas que ce soit un basket qui fasse gagner un titre, mais je pense que les Clippers vont être vraiment une très bonne équipe en playoff et ce sera une équipe très mauvaise à prendre. Et en plus, je pense que c'est une équipe qui a un basket de playoff, justement, très axé autour des stars. Donc, je pense que ce qu'on voit là de Los Angeles, c'est pas une série anodine et c'est bien une équipe qui va être difficile à jouer en playoff et qui peut aller loin en playoff. Je la vois pas gagner le titre, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller loin en playoff. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On peut enchaîner. Bah, tiens, tu as parlé un peu des Lakers. C'est vrai que donc Indiana, c'est 4 défaites de suite. Les Lakers, c'est 3 défaites en 4 matchs depuis la victoire lors du In-Season Tournament. Alors, ils ont justement célébré cette victoire avec une bannière qui a été accrochée au plafond de la cryptoarena.com. Bon, ils ont fait ça quand même assez sobre, mais il y avait quand même une petite célébration. Et derrière, ils ont perdu contre les Knicks. Je pense que c'est la NBA qui leur a demandé. Je suis pas sûr que eux, de eux-mêmes, aient voulu accrocher cette bannière. Ils en ont déjà pas mal. Mais bon, logiquement, la NBA veut mettre en avant la compétition, donc il y a pas de, c'est pas scandaleux. Mais ouais, les Knicks sont venus gâcher la fête. Je les ai trouvés bien. C'est un match où LeBron et Anthony Davis sont bons. Et en général, je me dis que quand ils sont bons tous les deux en même temps, c'est quasiment impossible de battre les Lakers. LeBron fait son 109e triple-double en carrière. 25 points, 11 passes, 10 rebonds. Anthony Davis qui enchaîne les grosses performances en attaque, mais ça se traduit pas par des victoires, ce qui est plutôt étonnant, je trouve. Il fait 32 points cette nuit, c'est ça? 32 points, 14 rebonds. 32 points, 14 rebonds. Ils étaient... je sais pas, je sais pas s'ils ont un contre-coup un peu physique ou s'il y a quelque chose de plus que ça. Je vais pas non plus surinterpréter, mais là, les Knicks ont bien joué le coup. Ils menaient de 10 points avant le début du 4e quart-temps. Ils ont bien mené leur barque. Le tandem Brunson-Randle, ça a été très efficace.
Emmanuel Quickly, qui est tout le temps dans les rumeurs de trade, il est très très précieux en sortie de banc, il fait 20 points. Je sais pas ce qu'il faut penser de cette petite série compliquée des Lakers là. Ouais, c'est marrant, il y a 3 joueurs forts aux Lakers. C'est Davis, James et Reeves. C'est les Reeves. 3 qui ont dépassé même la barre des 10 points. Les 3, ils sont à 20 points ou plus. Mais derrière, ça manque quand même de consistance. C'est vrai que Théo dit souvent que D'Angelo Russell, il faut quand même qu'il garde une valise à côté de lui au cas où. Ouais. Et effectivement, quoi, je sais pas comment dire. Il y a des matchs où Russell, il va être bon, mais j'ai pas l'impression qu'il ait un impact constant et sur cette équipe, quoi. C'est très, très irrégulier et du coup, tu as du mal à voir. Des fois, j'ai l'impression que si tu avais juste un meneur fiable, régulier et moins fort, beaucoup moins fort, tu vois, ou même juste Gabe Vincent, en fait, moins fort dans le sens moins talentueux. Juste Gabe Vincent, mais un mec qui t'apporte une production constante, ça serait déjà mieux pour les Lakers. Et c'est pas vraiment dénigrer le talent de D'Angelo Russell, c'est juste que ça manque de joueurs fiables autour de ce trio, quoi. Je trouve que c'est ça qui pêche aux Lakers. C'est que là, hier soir, justement, tous les autres, ils sont à la rue, quoi. Il y a ces 3-là qui font du jeu et tous les autres, derrière, c'est Taurean Prince, il prend 13-3 points, il en met 3, quoi. Ouais. Cam Reddish, il est à 2 sur 9, D'Angelo Russell, 3 sur 10. Et du coup, tu te reposes que sur 3 joueurs. Alors, les Lakers ont tenté un comeback à la fin, ils se sont rapprochés, mais sans réussir. Après, bon duo Bronson-Randle, ils ont été bons aussi dans le Money Time. Ouais, c'est ça qui est un peu inquiétant. Les saisons sont longues, des séries de 4, 5, 6 matchs ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais dès qu'il y a une équipe un peu solide, un peu robuste comme New York, voir les Lakers perdre avec LeBron et Davis plutôt performants, c'est pas très rassurant. Et tu as raison pour D'Angelo qui, tour à tour, va sortir un match calibre, j'allais dire All-Star, ça a déjà été un All-Star, c'est un très bon joueur, mais je suis d'accord qu'il leur faut peut-être un meneur plus gestionnaire aussi, plus de bouteilles. Alors, c'est un joueur qui est là depuis quelques années maintenant, mais ouais, un vétéran. Gabe Vincent, je sais pas quelle est la timeline pour son retour. Je l'ai vu sur un échauffement d'avant-match il n'y a pas si longtemps. Peut-être que ça peut changer la donne s'il revient bien et ils n'auront peut-être pas besoin de. On avait parlé de ça quand on avait analysé qu'on avait fait un peu nos prévisions pour la suite de la saison des Lakers dans le pod. Ça peut être un truc clé, le retour de Gabe Vincent, ou alors cet éventuel trade qui plane au-dessus de l'équipe au cas où ils n'en seraient pas là où ils veulent. En parlant de trade, petite option qui peut être intéressante qu'on n'a jamais citée encore ni dans un podcast, Tyus Jones. Jones, ça peut être un joueur qui ferait du bien aux Lakers. Bien sûr, tu sais à quel point j'aime Tyus Jones, donc bon, après tu sais aussi à quel point je suis pas fan des Lakers, et donc ce serait un petit crève-cœur, mais non, je rigole, je souhaite qu'il joue dans une équipe compétitive, donc si c'est les Lakers, c'est très bien. Allez, on enchaîne autre match, la victoire des Cavaliers contre les Rockets, 135 après prolongation. Il y a eu 37 points de Donovan Mitchell. C'est la 11e victoire de suite de Cleveland sur des matchs en prolongation. C'est-à-dire que le record, il est à 13, le record NBA. Mais voilà, dès qu'il y a une prolongation, Cleveland gagne. Mitchell, je ne vais pas lui mettre un accent anglais, a haussé son niveau de jeu. Encore une fois, il y a Garland n'est pas là, Mobley n'est pas là. Et Mitchell tient la baraque. De toute façon, je pense que ça lui plaît de jouer comme ça, d'avoir la possibilité de prendre autant de tirs. Et bon, en tout cas, ça se passe bien pour Cleveland, des victoires de Cleveland à domicile. Ils ont presque intérêt à essayer de viser la prolongation à chaque fois, tellement ils arrivent à gagner à la fin. Le record, tu disais, c'est 13, je crois que c'est New Orleans. C'est New Orleans. Au milieu des années 2000. Et là, donc, ils sont vachement, malgré les galères, parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont perdu Darius Garland et Evan Mobley pour plusieurs longues semaines, apparemment, donc c'est quand même un coup terrible. Ils arrivent à faire le dos rond, à retrouver des ressources. Tu as raison de dire que Mitchell est bien en ce moment. Tu vois, là, il y a un mec comme Sam Merrill qui sort du banc, il bat son record de points. Donc, Cleveland résiste plutôt bien à la tempête compte tenu de ces galères-là. C'est quand même compliqué. Et bon, tu bats une équipe comme Houston qui est pas facile à manœuvrer. Et puis cette capacité à gagner en prolongation, je trouve que ça en dit quand même long sur le caractère de l'équipe. Mitchell et des soldats, ça marche bien d'ailleurs. Oui. Je trouve, en tout cas pour la saison régulière. Il y a eu 40 points de Joel Embiid, c'est un des cartons de la nuit. Alors, il y en a eu plusieurs des cartons, on va en aborder plusieurs, mais Joel Embiid a mis 40 points, mais les Sixers ont perdu fin de série pour Philly, qui a perdu contre Chicago 108-104. C'était à Philadelphie pourtant.
Oui. Du côté des Sixers, il y a donc 40 points avec 14 rebonds et 6 passes de Joel Embiid, 29 de Tyrese Maxey. Et derrière, il n'y a pas un joueur qui a mis plus de 8 points. Ouais. À eux deux, ils ont pris 51 des 88 tirs, Maxi et Embiid. Ouais. Là, en fait, ce match, pour moi, c'est une illustration. Alors, on ne peut pas juger sur un match, mais c'est une illustration de la limite des Sixers. C'est que derrière, en fait, c'est qu'il y a un manque de talent. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne vois pas cette équipe aller très loin en playoff, même si elle joue bien, même si elle est intéressante cette saison. Il y a un espèce de manque de talent et ça s'est illustré sur ce match contre Chicago. Bon, en tout cas, c'est le schéma qu'ils veulent absolument pas voir quand les rencontres vont vraiment compter, c'est-à-dire 2 bonnes performances de leurs joueurs phares. Parce qu'Embiid, c'est quand même, là, son 40 points, 13 rebonds, c'est son 11e match de suite où il fait au moins 30 et 10. Hein. C'est quand même énorme. Maxi, 29 points, on ne peut pas lui en demander beaucoup plus que ça. Je veux dire, c'est un mec qui met 29 points, c'est quasiment calibre All-Star en ce qui le concerne lui. Ils avaient bien démarré et je sais pas, ils se sont un peu endormis. Chicago, qui est une équipe qui est vraiment totalement réveillée depuis que Zach LaVine ne joue pas, qui ressemble à quelque chose. On l'a dit, c'est redevenu regardable. Et là, ils ont super bien fini le match. Kobe White a été excellent. Vucevic retrouve aussi une belle confiance, je trouve. Et ça fait 6 victoires en 9 matchs pour Chicago. Comme je dis, c'est presque c'est le truc auquel je m'attendais le moins, c'est de me dire que Chicago, sans être passé par un trade, pour le moment, mais on imagine que ça va venir, parce que j'ai vu des rumeurs, Zach LaVine, Sacramento notamment, cette nuit, que Sacramento soit redevenu une équipe à minima convenable. Non, c'est clair. Les Bulls peuvent encore viser le play-in. Clairement, Ouais. ils ont leur chance à l'Est. En parlant de série, alors celle-là, c'est pas une série qui se termine, c'est malheureusement une série sombre qui continue. 24 défaites de suite pour les Pistons, ça devient une blague. Alors après, ils ont perdu contre les Hawks à Atlanta, victoire 130-124 d'Atlanta. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, Cade Cunningham a quand même mis 43 points. Ouais, record en carrière. Ouais, et malgré ça, défaite. Alors, il n'y avait pas Killian Hayes qui était malade. D'ailleurs, Killian Hayes, il était sur des perfs un peu moins bien. C'est un peu le problème souvent avec Killian. Il marche, il performe. Et puis d'un coup, il y a 3-4 matchs où il score moins. Et d'un coup, il y a toujours la tentation de tiens, on va relancer Jaden Ivey. Là, Jaden Ivey était dans le 5, il met 15 points, 8 rebonds, 4 passes. Ivey, lui, il score les yeux fermés. On verra si quand Killian revient, il sera à nouveau dans le 5. J'espère pour lui. Mais voilà, la série, en tout cas, continue pour les Pistons. 24 défaites de suite. Ils sont à 2 défaites du record, enfin d'égaler le record NBA. Ouais, malheureusement, si on regarde, donc bon, là, le prochain match, c'est peut-être la meilleure opportunité, j'ai l'impression. Même si Utah, dont on parlera peut-être rapidement après, qui a joué aussi, Utah, ils reçoivent Utah vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. Et après, ces deux, le record peut être battu, le triste record peut être battu à Brooklyn. Égalé à Brooklyn, et après, ils rejouent contre Brooklyn, mais à domicile. Et ça peut. Imagine si. Tu penses qu'ils vont gagner l'un des deux? Ouais, je pense pas qu'ils vont. Je pense même qu'ils peuvent battre Utah. Je me demande dans quel point, dans leur tête, j'imagine que ça pèse et tu dois peut-être avoir le sentiment, mais on ne sait plus gagner un match, quoi. C'est ça. Il y a une telle spirale de lose que ils sont partis pour le battre, je pense. Hein. Utah, ils jouent les matchs très sérieusement. Les Nets, ils sont là, ils étaient un peu moins bien, donc je pense qu'ils vont vouloir se refaire la cerise aussi. Alors, moi, je miserais sur un record, honnêtement. On verra. Moi, je pense qu'ils vont. Moi, je pense. Ouais, voilà. Après, il y a un truc qui est clair, c'est que personne va vouloir. C'est ce qu'a dit Trae Young après le match. Genre, on n'allait pas les laisser finir leur série, enfin s'arrêter contre nous. Tu vois, tu veux gagner. Après, c'est unique. Bon, ils avaient pris un carton contre Milwaukee. Il y a quand même ils avaient pris un carton aussi contre les Sixers. Mais il y a eu du mieux par moment. Et là, sur celui-là, au final, ça se joue à pas grand-chose. En tout cas, pour Cade Cunningham, c'est une occasion de montrer, je sais, c'est à la marge, mais OK, il y a ce match-là, je décide que là, on ne peut pas le perdre. Je suis un futur franchise player. Là, il a tenté, il met 43 points. Je ne laisse pas mon équipe perdre. Il y a quand même Bojan Bogdanovic, il y a quand même des bons gars. Moi, je pense qu'ils ne vont pas battre le record. Allez, je vais tenter de jouer du côté de Détroit. Mais parce que, ouais. J'espère pour eux, en tout cas. Moi, je t'avoue que je pensais que ce serait peut-être cette nuit, parce qu'Atlanta est vraiment pas dans une bonne dynamique non plus. Tu as l'impression qu'il y a Trae Young qui fait des bonnes stats et que le reste, ça clique pas. Trae Young qui fait encore un bon match d'ailleurs pendant la victoire. 37 et 31 points, 15 passes.
31 et 15, ouais. Mais je pensais que ce serait peut-être cette nuit. Là, je suis un peu plus sceptique. Mais on verra, on va suivre. C'est une des storylines des prochains jours. Allez, on enchaîne avec les autres matchs. Victoire de Minnesota à Miami, Ouais. 112-108. C'est quand même s'il manque du monde. Alors, il y a Tyler Hero était présent, il a mis 25 points. Jimmy Butler était là. Bam Adebayo était là. Adebayo et Hero faisaient leur retour c'est dans le 5 Ouais. cette nuit. Ouais, et d'ailleurs, la fameuse théorie, est-ce que le Heat ne joue pas mieux sans Tyler Hero? Et je dis ça pour embêter Théo. Et Minnesota l'a emporté donc à l'extérieur, donc ça reste quand même une grosse victoire. C'est la 20e en 25 matchs pour Minnesota. 32 points d'Anthony Edwards. Les Timberwolves ont remonté quand même 17 points. Hein. Ils avaient 17 points de retard et ils ont remonté tout ça et ils l'ont emporté notamment dans le 4e quart-temps. Donc voilà, Minnesota qui rejoint Boston en tête. C'est ça. Leur première mi-temps, c'était une cata. Ils étaient méconnaissables. C'était pas du tout l'équipe qu'on voit depuis le début de la saison. Et après, ils ont réutilisé les ingrédients qui font leur succès depuis le début, c'est-à-dire une super défense, beaucoup d'efficacité. Et Anthony Edwards a réussi un bon finish. Ça lui a permis d'oublier un peu ses petits soucis extrasportifs dont on ne parlera pas ici. Rudy a été impactant partout aussi. Au scoring, pas énormément, mais ça, c'est pas ce qu'on lui demande. 16 rebonds, 2 contres, 2 passes, 2 interceptions contre une équipe de Miami qui est toujours aussi compliquée à affronter. Et d'autant plus avec là, des Adebayo qui étaient de retour, Tyler Hero qui est revenu. Donc, c'était pas simple. Et Minnesota continue de gagner ces matchs un peu pourris ou dans lesquels ils sont pas forcément dans un bon jour. Ils arrivent à renverser la situation et donc ça fait qu'ils sont à nouveau co-leaders de la ligue. Les Raptors ont battu les Hornets 114-99. Je pense pas que tu aies quelque chose de spécial à dire là-dessus, à part que Miles Bridges n'a pas été autorisé à jouer. Il n'a pas pu rentrer en fait sur le territoire canadien en raison de ses démêlés avec la justice. Il a toujours une affaire en cours, il est en période probatoire. On ne connaît pas la raison. Le point exact du règlement qui a fait que les autorités canadiennes ne l'ont pas laissé rentrer, mais c'est lié évidemment à ces problèmes de justice. 22 points, 17 rebonds, 7 passes quand même pour Scottie Barnes. C'est une victoire des Raptors. Il ne fallait pas perdre de façon contre une équipe de Charlotte aussi diminuée. OKC a battu Memphis. Victoire du Thunder contre les Grizzlies 116-97. 30 points en 3 quarts-temps de Shai Gilgeous-Alexander. Elle n'a pas eu à forcer son talent. 17 points, 7 blocs en 25 minutes pour Chet Holmgren. Il est indécent, lui. Franchement, il est indécent parce que, là, c'était pas un match très, très compliqué pour eux, mais c'est ça que j'aime bien aussi chez lui, c'est que même les matchs où ça a l'air facile, où tu as des joueurs qui prennent un peu des. Tu sais, ils se mettent en retrait, ils disent bon, ce soir, c'est à la cool, on va la jouer tranquille. Je vais pas. Il a quand même envie d'aller arracher des contres. Puis il y a des différents types de contres. Il y a eu du chase down où il va scotcher des gars. Il y a du truc plus de dissuasion près du cercle, plus classique. Et puis il arrive encore à mettre des points à côté. C'est pas juste un protecteur de cercle, quoi. Il est impressionnant. Il fait 17 points, non, cette nuit? 17 points, ouais. 17 points, bon, voilà, c'est. Non, vraiment, il est bluffant. Il sort d'un match à 9 contre, il en refait 7. Je pense qu'il. Je sais, j'ai pas regardé sa moyenne sur la saison, mais il va finir premier ou deuxième, je pense. Hein. Victor est bien dans la course aussi, mais. Victor est premier, je crois, pour l'instant. Ouais. Mais là, du coup, avec les 9 et 7, il est peut-être repassé devant. C'est quand même pas fréquent. Si on finit avec 2 rookies en tête du classement des contres, c'est pas banal quand même. Je vais te dire, est-ce que je peux me permettre de lâcher une phrase de haters? Il est deuxième, enfin, il est troisième. Sur Jaren Jackson Jr. Ah, mais je t'en prie. Ils ont donné un trophée de meilleur défenseur de l'année à ce mec, quand même. Holiday, il en a 0. Giroud, je dis bien même Giroud. Il en a 0. Après, bon. Ils ont donné un trophée de meilleur défenseur de l'année. Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que dans le contexte, ils ont voulu récompenser. Quel contexte, il n'a jamais été le meilleur défenseur de la ligue. Ça n'a évidemment jamais été le meilleur défenseur de la ligue. Je pense qu'ils ont voulu récompenser la bonne défense collective des Grizzlies et que c'était le mec le plus voyant, plus visible, pardon. Il faisait des gros contres, il faisait des. Voilà. Qui était le plus important, Dillon Brooks ou Jaren Jackson Jr.? Ça me rappelle le débat que j'ai eu avec Benjamin Moubèche où, pour moi, les extérieurs sont plus importants en défense. Après, pas toujours, hein, mais les meilleurs attaquants de la ligue sont des extérieurs. Ils ont perdu Dillon Brooks. Après, c'est pas ce qui justifie leur début de saison. Tu sais que j'aimais bien Dillon Brooks et que je trouve qu'il a été, il a servi de bouc émissaire. Bon, il a fait des trucs de mecs cons comme ses pieds l'année dernière, hein, c'est pas le problème. Mais ils l'ont un peu lourdé. C'est genre 3 jours après la défaite à l'élimination en playoff, ils ont dit bon, on va pas te garder.
C'est plutôt que de laisser couler le truc. Donc je suis d'accord, Dylan Brooks c'était très important. Jaren Jackson Jr. est probablement un peu surcoté défensivement à l'heure qu'il est. Et En tant que joueur aussi. En tant que joueur aussi. Ok, t'as envie de te. Non, mais, non, C'est le gardeur de Jaren Jackson. Non, mais après, tout est relatif. C'est pas du tout un mauvais joueur de basket. Il y a même pas longtemps, il a claqué un match à 40 points. C'est un vrai bon joueur. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on peut lire, en fait, de toute façon, surcoté, sous-côté, c'est toujours une question Non, je sais. du prisme que tu prends, quoi. Non, C'est un bon joueur. Hein. T'as raison dans un sens. Et je viens, juste avant qu'on enregistre ça, j'ai écrit un petit article sur le retour de Ja Morant la nuit prochaine. Et j'ai dit que l'un des enseignements de ce début de saison pour Memphis, c'est que avec Jaren Jackson et Desmond Bane, on pouvait penser que l'équipe allait au moins survivre correctement. Ça paraissait pas incroyable. On est d'accord que même en n'étant pas un fan des Grizzlies, tu pensais pas qu'ils allaient gagner que 6 matchs sur 25. Non, ouais, je pensais pas qu'il serait aussi nul. Donc c'est la preuve. Je trouve que ça a été la preuve que Jaren Jackson, notamment, après Desmond Bane, je vais pas pour moi, c'est une super deuxième ou troisième option, mais ça a été la preuve que Jaren Jackson ne pouvait pas porter l'équipe comme lui a semblé le penser à un moment. Je pense, je l'avais entendu dans des interviews. Ça a été la preuve qu'ils ont besoin de Ja Morant et que Jackson et Bane peuvent pas être les moteurs que eux pensaient. Donc je suis d'accord avec toi, hein, c'est ça le pire. Mais c'est une question qui avait été soulevée dans la pop culture sur sous-côté, sur-côté. Théo et Pierre Armand en avaient parlé et ils avaient parlé de Jaren Jackson justement. Allez, on va essayer d'enchaîner en vitesse sur les 3 derniers matchs. Les Nuggets ont désossé les Mavericks 130-104. Ouais. Ils n'ont vraiment pas eu besoin de forcer leur talent, alors que pourtant Luka Doncic a fini avec 38 points, 11 rebonds, 8 passes. Mais voilà, large domination des Nuggets, notamment des remplaçants. Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça, c'est les remplaçants des Nuggets ont cartonné, oui, autant pour moi. J'ai cru que je disais une bêtise, mais non, c'était bien ça. Ils ont passé un 21-0 à la fin du troisième quart-temps. 20 points de Reggie Jackson, 10 points 22 points de Jamal Murray. Peyton Watson a mis 10 points, Ndjadji a mis 14 points, 12 points de Strother, enfin bref, tout le monde s'est régalé. Jokic a fini qu'avec 8 points, 9 rebonds, 7 passes. Voilà. Bon, là, je vous lis les stats, grosso modo, mais ouais, les Nuggets se sont baladés contre les Mavericks et se sont bien repris après leur défaite contre le Thunder. Du coup. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé Jamal Murray à 4 sur 4 à 3 points. Il reprend une bonne dynamique aussi. Dallas, il manque quand même pas mal de monde. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Il n'y a toujours pas de Kyrie, plus d'autres joueurs autour qui sont pas là. Donc bon, c'est pareil, c'est pas à prendre pour argent comptant, mais là Denver c'était pas mal. C'est bien quand on est toujours content quand ils arrivent à gagner des matchs sans que Jokic soit obligé de faire des dingueries ou de jouer 40 minutes. Là, c'était une soirée reposante pour les Nuggets. C'était un match que j'avais pensé me faire en replay, mais honnêtement, ouais, je t'avoue que c'était un peu l'affiche de la nuit. Je m'étais dit, ça peut être un gros match, ça. Le Jokic, Doncic, c'est toujours, tu t'attends à un truc. Là, bon, clairement, passez votre chemin si vous voulez faire le replay, c'est pas une très bonne idée. Allez, on continue avec la victoire du Jazz contre les Nets, 125-108. On peut souligner 27 points de Colin Sexton. Ça fait 4 matchs de suite qu'il a 25 points en plus. Il est pas mal. 3 victoires de Utah dans le lot. C'était un gros prospect, lui, à la fac, hein, mine de rien, Colin Sexton. Colin Sexton. Qui te rappelle cette histoire avec la fac d'Alabama? C'était avec Alabama? Ils jouent à 4 contre 5. Ouais, ils ont fini à 4 contre 5. Et il met 40 points et ils gagnent. Non, ils avaient failli gagner. Je crois qu'ils n'avaient pas gagné à la fin, mais c'est sûr qu'ils ne gagnent pas le match, mais ils mettent 40. Presque sûr, on vérifiera, mais je crois qu'ils ne gagnent pas le match. Ils ont failli renverser ils ont failli gagner quand même. Ouais. Ils finissent à 4 contre 5 et tout le banc se fait expulser. Et Sexton a été assez incroyable. Ouais. Mais c'est bien de souligner que là, il revient bien. Parce on avait un peu oublié ce garçon. Allez, dernier match de la nuit, c'est la victoire des Kings contre les Wizards, 143-131, match très offensif. 25 points de Keegan Murray, il a bien enchaîné après sa perf. Triple-double de Domantas Sabonis, 28 points, 13 rebonds, 12 passes, 30 points de Aaron Fox. Enfin bref, c'était régalade, porte ouverte. On peut souligner les 11 points de Bilal Koulibaly en sortie de banc, 11 points, 4 rebonds. Voilà, bon, nouvelle défaite pour les Wizards, c'est la 22e défaite en 26 matchs. Mais Sacramento, qui a son meilleur bilan, je pense qu'ils sont à 16 victoires en 25 matchs. Je pense que c'est le meilleur bilan des Kings. Alors, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine depuis le départ de Chris Webber et Mike Depuis longtemps, ouais. Donc voilà, ça tourne bien Sacramento. On a fait long pour CQFR, il y avait beaucoup de matchs. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR, mais ce soir, il y aura aussi la late session, évidemment, à partir de 23h. J'essaierai d'être à l'heure, je mangerai peut-être après la late session. T'inquiète pas. Et donc, on se retrouve ce soir. En attendant, bonne journée à tous.
Bonne journée. Ciao, ciao.